Notre invité de ce mercredi est un acteur politique. Avec lui, nous allons évoquer la présidentielle au Togo. Un an après, c'était le 22 février 2020, les Togolais se rendaient aux urnes pour une élection présidentielle à laquelle 7 candidats prenaient part. Eh bien, un an après, pour certains, le contentieux reste toujours d'actualité. Qu'est-ce qu'il en est du climat politique? Eh bien, on pose la question à un des candidats de cette élection, le docteur Georges William Kwessan. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Niaoui. Merci à vous d'être notre invité. Vous êtes le président de l'Alliance socialiste Santé du Peuple. Donc, on voit ici déjà, on va commencer justement par là, un changement dans la dénomination du parti. Jusqu'à présent, vous étiez connu plus comme président du parti politique Santé du Peuple. On parle aujourd'hui d'Alliance socialiste Santé du Peuple. Qu'est-ce que ça signifie, une Alliance socialiste Santé du Peuple? Bon, au fait, d'abord, pourquoi ce changement de nom, de dénomination? Il y a deux raisons. D'abord, la toute première raison, c'est qu'à un moment donné, les militants ont jugé nécessaire que nous ayons une dénomination de laquelle transparaît directement notre positionnement idéologique. Et donc, on a mené la réflexion pendant un bon moment. Et nous sommes un parti socialiste. Oui. Donc, il faudrait que, à travers cette dénomination, que l'on puisse savoir réellement notre positionnement idéologique. Maintenant, la seconde raison était aussi que, bon, à un moment donné, nous avons constaté qu'il y a certains qui avaient tendance à prendre des fois Santé du Peuple comme une association. Oui. Voilà, comme une association. Donc, il fallait faire en sorte que l'aspect politique transparaît directement, donc, à travers cette dénomination. Maintenant, pour ce qui concerne le terme Alliance socialiste, c'est-à-dire que nous sommes un parti socialiste, à un moment donné, nous avons dit qu'il fallait faire donc, avec ce peuple que nous aimons tant, avec nos militants, donc une alliance pour dire que c'est cela que nous sommes, et arriver donc au pouvoir, nous comptons nous comporter comme tel. En même temps, vous le rappelez très bien, quand on voit le socialisme dans la plupart des pays européens, on a l'impression que c'est une tendance qui est en train de regresser. S'aligner socialiste aujourd'hui, est-ce que ça n'emporte pas un risque pour vous? Oui, au fait, c'est vrai qu'on voit que c'est quand même une tendance qui est en train de regresser. Mais notre objectif, en réalité, ce n'est pas de dire ce que nous ne sommes pas. C'est ce que nous sommes, c'est comment nous nous sentons que nous devons nous présenter. Ce n'est pas parce que c'est une tendance qui est en train de regresser que si c'est cela notre conviction, nous allons dire non, ce n'est pas notre conviction, essayer de nous accommoder de ce qui n'est pas réellement notre conviction. Vous appartenez à l'Internationale socialiste? Nous n'appartenons pas à l'Internationale socialiste, mais c'est un combat que nous voulons mener. Tout cela est entré en réflexion pour qu'on en arrive là où vous nous voyez aujourd'hui. D'accord. En vous présentant, j'ai dit également que vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle du 22 février 2020. Pour le candidat que vous avez été à ce scrutin aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est une page tournée, tout ce qui touche à la présidentielle de février 2020? Mais pour ce qui me concerne, moi, en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2020, moi, j'avais donné ma position, parce que quand les résultats étaient proclamés, et il était question que l'on dise ce qu'on pensait donc de ce résultat. Et nous avions dit clairement que nous avons reconnu notre défaite. Et à l'époque, il y avait donc 2 candidats qui étaient en avance.
nous avons dit que nous avons reconnu notre défaite. À partir du moment où nous reconnaissons notre défaite, pour nous, c'est que cela rentre dans le passé. Est-ce que vous arrivez à comprendre quand même que pour certains, notamment un des candidats, on continue de réclamer une victoire? Vous avez été candidat, vous avez eu aussi en votre possession des résultats issus des bureaux de vote. Quelle est votre lecture de tout cela aujourd'hui? Non, il faut quand même avouer que je vais être franc avec vous. C'est ce que nous au niveau du Parti Santé du Peuple, nous n'avons pas eu tous les résultats. Nous avons pu positionner les gens dans certains bureaux de vote, mais nous n'avons pas eu tous les résultats. Donc, il nous est difficile de nous prononcer sur l'ensemble des résultats. Mais à l'époque, vous savez, nous avions dit qu'il fallait que la Cour constitutionnelle mette à la disposition de chaque candidat une compilation des résultats par bureau de vote. Parce que dans les tests, il est permis d'afficher les résultats au niveau de chaque bureau de vote. Donc, à partir du moment où il est permis d'afficher les résultats au niveau de chaque bureau de vote, c'est une forme de proclamation des résultats par bureau de vote. Maintenant, si nous demandons que ça soit proclamé de façon orale, de façon verbale, par bureau de vote, et qu'on n'y accède pas parce que, d'abord, que les tests ne le disent pas de façon claire, et que le temps que cela allait mettre devait être assez important, nous avons trouvé comme solution qu'il y a une compilation des résultats, mais par bureau de vote, qui sera mis à la disposition de chaque candidat, ce qui n'avait pas été le cas. Nous pensons que cela aurait eu le mérite d'apaiser tout le monde, de clarifier la situation, d'apaiser tout le monde et d'éviter donc à notre pays tout ce qu'il a connu jusqu'à maintenant, avec le lot de contestations, d'arrestations, de tout ce que vous connaissez. Donc, aujourd'hui, il y a un candidat qui conteste ces résultats, qui continue pas à contester ces résultats. Nous, il ne nous appartient pas de dire il fait bien ou il ne fait pas bien. C'est lui qui estime qu'il a été victime donc d'une situation donnée et qui connaît l'ampleur de ce qu'il a subi, donc comme préjudice. Donc c'est à lui donc de réclamer ce qu'il pense être sien. Voilà. Maintenant, il ne nous appartient pas de porter un jugement sur ça. Nous constatons ça tout simplement. Mais nous pensons qu'il aurait été mieux que l'on puisse donner les résultats de manière à clarifier la situation pour qu'on ne soit pas obligé de se retrouver dans la situation dans laquelle nous nous sommes vus après. En même temps, est-ce que pour vous, ça ne ressemble pas aussi plus à ce qu'on colle à l'Afrique? Vous avez eu l'opposition, d'ailleurs le Niger est actuellement en train de montrer le même exemple, où à chaque élection, l'opposition, ou du moins une certaine opposition, je dois le dire, il y a eu hold-up électoral. Oui, cela est classique, surtout, oui, au niveau venant donc de l'opposition. Mais moi, je dis, ce n'est pas toujours vrai. On avait vu le cas contraire au Malawi, entre-temps. Et puis, ce qui se passe actuellement au Niger, et on attend que Ousmane apporte. Donc, parce qu'il dit qu'il a gagné avec 50,3%. On attend qu'il apporte. Il y a eu une cour constitutionnelle. On attend de voir ce qu'il va apporter comme des procès-verbaux, des résultats qui vont corroborer donc ce qu'il dit. Vous savez, le problème, ce n'est pas la contestation. La contestation, ça fait partie un peu des réflexes. Vous avez vu même aux États-Unis, la grande démocratie du monde, vous avez vu ce qui s'est passé avec Trump. Il y a eu cette contestation, bien que lui, il était au pouvoir, mais il y a eu cette contestation. Mais nous pensons que la contestation, ce n'est pas une mauvaise chose,
Mais il faut faire en sorte que cette contestation puisse aboutir et donner un résultat concret. Un an après, aujourd'hui, il y a quand même, en tout cas au niveau du pouvoir, la page là est définitivement tournée. Et on pense même aux joutes électorales prochaines, notamment les élections régionales qui se préparent avec des rencontres régulières au niveau du ministère de l'administration territoriale. Votre parti est associé, je pense bien, puisque vous répondez aux critères. Vous êtes dans la dynamique de participation à ce scrutin? Dans la dynamique de participation au scrutin, ça, c'est quelque chose que nous devons voir après au niveau du parti. Maintenant, dans la dynamique de la concertation, c'est également autre chose. Parce que le scrutin, on ne peut participer à un scrutin que quand on réunit un certain nombre de conditions internes. Bien sûr. Voilà, ça c'est autre chose. Mais par rapport à la concertation, nous avons été invités, nous sommes dans la concertation, nous assistons aux réunions. Et vous pensez que les choses se préparent bien pour ces élections à venir? On n'a pas fait beaucoup de réunions. Oui. Je pense que c'est 2 ou 3 réunions qui ont été faites. Il y avait des propositions. Chaque parti devait déposer des propositions par rapport à certains points qui étaient retenus. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, on est là pour le moment. Donc, rien de bien précis quant à une date éventuelle. Vous n'avez pas peur d'être surpris par l'annonce d'une date? Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Donc, il nous appartient de nous préparer à tout moment pour parer à d'éventuelles situations. Ça a toujours été le cas quand il fallait organiser les communales. C'était comme ça que ça s'est passé. Les législatives, on connaît à peu près, mais les communales, c'était comme ça que ça s'est passé. Bon, donc, il faut se préparer à cela. Et côté opposition, est-ce qu'il n'y a rien à reconstruire aujourd'hui? Je dirais qu'il y a beaucoup à refaire. Il y a beaucoup à refaire. Je donnais une interview la dernière fois, on m'a posé la question. Je disais que l'opposition togolaise doit se donner le temps d'une profonde réflexion. Oui. Parce que beaucoup de choses sont à refaire. Il faut le reconnaître. Et nous ne sommes plus dans la même situation. Même au niveau de l'opposition, nous ne sommes plus dans la même situation d'il y a quelques années. Aujourd'hui, on a l'impression que l'opposition s'est effacée. Et il va falloir qu'il y ait donc une profonde réflexion autour de cette situation qui est assez préoccupante. Qui initie? Parce qu'aujourd'hui, on ne se parle quasiment plus. Quand on regarde un peu les réseaux sociaux, c'est par des médias sociaux, j'allais dire interposés, qu'on s'envoie des flèches. Vous avez une division qui est très prononcée. Comment vous menez ces réflexions pour relancer cette opposition? L'essentiel n'est pas nécessairement que la réflexion se fasse de façon concertée. Chaque parti politique peut mener d'abord une réflexion à son niveau. Et quand il arrive à trouver donc une réelle solution à ce problème, et il en est convaincu, il peut aller donc voir les autres. Ça ne doit pas venir nécessairement d'un parti politique aujourd'hui. Mais je pense que ce sont des réflexions internes très profondes qui doivent se faire d'abord et voir comment donc élargir ça. Je n'ai pas de solution miracle à vous proposer aujourd'hui, mais je reste tout simplement convaincu qu'il faut une profonde réflexion à ce niveau. Est-ce qu'il n'est pas de plus en plus difficile au sein de l'opposition de travailler ensemble? Cela est évident. Vous avez vu ce que nous avons fait comme proposition avant la présidentielle. C'est parce que nous étions conscients de cette situation et nous sommes dit avec l'expérience, toute l'expérience que nous avons eue avec les quelques coalitions auxquelles nous avons participé, nous étions arrivés à cette conclusion qu'il serait très difficile de mettre l'opposition ensemble. C'est pour cela que nous avons demandé donc une personnalité neutre qui pourrait nous permettre
de nous mettre ensemble pour aller à la présidentielle de 2020, mais malheureusement, cela ne fut pas le cas. Et aujourd'hui, le même problème existe. Il ne faut pas le nier. Le même problème existe et nous le regrettons. Nous regrettons fortement que on n'ait pas pu comprendre le cri de détresse que nous étions en train de lancer en ce moment, parce que c'était une occasion rêvée pour que l'opposition puisse revenir sur ses pas, mais cela n'a pas été le cas. Bon, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a des problèmes, et à tout problème, il y a nécessairement une solution quelque part. Maintenant, c'est le génie de tout un chacun qui va permettre d'aller dénicher donc cette solution-là et de l'appliquer. Et pour les Togolais eux-mêmes qui, depuis un an, il y en a beaucoup qui disent que ça n'a pas vraiment bougé dans le pays. On a l'impression de faire du surplace. Vous partagez ce constat? Oui, mais évidemment. Évidemment, si vous voyez ce que nous avons connu depuis la présidentielle jusqu'à maintenant, ça n'a pas évolué. Notre pays, il y a eu du recul. Il y a eu du recul partout. Il y a eu du recul d'abord au niveau du pays. Nous avons parlé du recul au niveau de l'opposition tout à l'heure, au niveau du pays, parce que l'image qu'on a renvoyée et qu'on continue de renvoyer avec des contestations qui perdurent jusqu'à maintenant, ce n'est pas une bonne chose. Il y a eu du recul au niveau de l'opposition, on vient de voir ça. Mais le parti au pouvoir pense qu'il a un boulevard devant lui et que, bon, c'est la grande victoire. Hein. Mais en réalité, moi, je me dis qu'il y a également du recul au niveau de ce parti au pouvoir. Parce que quand, à un moment donné, vous prétendez vouloir bâtir un état de droit, une démocratie, et qu'à un moment donné, vous n'avez pas d'opposition en face de vous, et cela ne vous arrange pas. Cela ne vous arrange pas d'abord pour l'image, votre propre image, mais cela ne vous arrange pas parce qu'il n'y a plus un contrepoids en face de vous. Donc on fait du surplace depuis, compte tenu de la manière dont les choses s'étaient passées et ce que nous avons connu dans les périodes post-électorales. Cela est évident. Vous-même, vous devez le constater. Les gens l'ont constaté. On fait du surplace et on ne sait pas vraiment ce que demain réserve pour notre pays. D'accord. Alors, docteur, il nous reste encore quelques minutes, le temps pour nous d'évoquer également un autre sujet d'actualité. Et là, je vais interroger le médecin que vous êtes par rapport donc à la situation sanitaire que vit le monde depuis un peu plus d'1 an maintenant. On s'achemine, et ça a déjà commencé même dans beaucoup de pays d'Afrique, vers la vaccination contre le coronavirus. Déjà, c'est une vaccination qui suscite beaucoup d'inquiétudes au niveau des populations. Qu'est-ce que le médecin que vous êtes dit de ça? De la vaccination, des inquiétudes. Oui, les deux. Les deux. Bon, d'abord, par rapport aux inquiétudes, je dirais que c'est peut-être fondé. C'est fondé. Les inquiétudes sont surtout à 2 niveaux. D'abord, les effets secondaires éventuels que l'on peut avoir avec le vaccin. Et à un second niveau, l'inefficacité de ce vaccin aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre de choses, surtout le vaccin AstraZeneca que nous sommes en train d'importer. Pour ce qui concerne les effets secondaires, c'est vrai, ce sont des réalités qui sont là. On ne peut pas le nier. Tout médicament comporte des risques, toute médication comporte des risques. Mais il appartient à chacun d'évaluer l'avantage, le bénéfice-risque pour savoir quelle situation, quelle position il doit prendre par rapport à ça. Maintenant, pour ce qui concerne les problèmes d'inefficacité par rapport au vaccin AstraZeneca, d'abord, le choix de vaccin AstraZeneca a posé un problème parce qu'il y a 3 vaccins aujourd'hui qui sont plus en vue.
il y a Moderna, il y a Pfizer et AstraZeneca. AstraZeneca posait 2 problèmes essentiels, c'est-à-dire qu'au-delà de 65 ans, on dit que le vaccin n'est pas efficace parce que son immunogénicité, c'est-à-dire sa capacité à produire des anticorps, au-delà chez les personnes de plus de 65 ans, diminué parce que justement, ces personnes de 65 ans n'ont plus un système immunitaire très compétent. Le second problème, c'est son action sur les variants. Oui. Voilà, son action sur les variants parce que aujourd'hui, on n'est pas sûr si AstraZeneca agit donc sur ces variants. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que notre pays a fait le choix d'AstraZeneca. Ce n'est pas mauvais de faire le choix d'AstraZeneca parce que il y a plusieurs avantages qui sont liés quand même à AstraZeneca. Parce que si vous prenez un vaccin comme ça, il y a 5 grands critères qui permettent donc de faire le choix. Il y a les critères d'efficacité, les effets secondaires, la conservation, les conditions de conservation, le coût et puis la dose efficace, le nombre de doses efficaces. Donc, mais si vous prenez tout ça, vous allez voir quand même que AstraZeneca présente un certain nombre d'intérêts. Même par rapport aux effets secondaires, les autres vaccins utilisent les nanoparticules qui font peur aux populations. Ce n'est pas le cas d'AstraZeneca qui utilise un vecteur viral. Si vous prenez les effets secondaires, évidemment, donc les risques diminuent également à ce niveau. Maintenant, si vous prenez les conditions de conservation, la AstraZeneca est le seul vaccin qui peut être conservé à la température du réfrigérateur à tout moment. Pour Moderna, c'est 5 jours, et pour Pfizer, c'est 5 jours, pour Moderna, c'est 1 mois. Mais AstraZeneca peut être conservé. Vous savez quand même que nous sommes dans un pays où les choses sont un peu difficiles. Ça ne sert à rien d'importer des vaccins et on ne saura pas où les conserver. Si vous prenez également le coût de AstraZeneca, la dose est autour de 1000 francs CFA, contre 9000 francs à peu près pour Moderna et 10 000 francs pour Pfizer. Donc, si vous pesez tout ça là, tous les 3, la dose efficace, c'est 2. Donc, si vous prenez tout ça là, vous mettez dans la balance, vous voyez que AstraZeneca présente quand même quelques intérêts. Mais ce que moi j'ai proposé, c'est qu'on prenne AstraZeneca pour les populations de moins de 65 ans et Moderna pour les populations de plus de 65 ans. Parce qu'entre-temps, on avait dit qu'AstraZeneca il agirait donc sur chez les personnes de plus de 65 ans, mais il y a toujours un doute autour de ça. Il y a toujours un doute autour de ça, alors que dans les cibles que nous avons, qui sont chez nous, les cibles que les autorités ont choisies, il y a les personnes de plus de 65 ans dedans. Donc, il fallait peut-être, pour être plus sûr, trouver quelque chose pour combler cela. Mais je pense que le gros problème, c'est un problème de pédagogie. J'ai l'impression que, les populations crient qu'on n'est pas d'accord avec le vaccin, mais le ministère de la Santé, le ministre de la Santé ne se gêne pas du tout pour donner de réelles explications aux populations. Pourquoi ne pas faire une conférence, même débat, où les opposants au vaccin viendront discuter, parler de leurs doutes, pour que cela soit débattu. Même une simple conférence de presse par rapport aux raisons qui ont milité réellement au choix de AstraZeneca, je pense que cela aurait été une bonne chose. Mais en tant que médecin, ce que je dis, dans les cas comme cela, le gros problème, ce n'est pas d'empêcher l'infection. Ce n'est pas la vaccination, n'est pas d'empêcher le rôle de la vaccination, ce n'est pas d'empêcher l'infection, mais c'est de faire en sorte que on évite les cas graves. C'est-à-dire que l'infection n'engage plus, comme on le dit en termes médicaux, le pronostic vital, que ça ne soit plus invalidante, pour qu'on puisse éviter les hospitalisations, etc. C'est l'objectif.
qui doit être poursuivi. Et surtout que ça permette d'empêcher la survenue d'autres variants. Parce que les variants surviennent comment? Au fait, les variants viennent au moment de la réplication du virus. Parce que le virus a besoin de vivre. Le virus a besoin de se multiplier. Donc, ce système de reproduction, c'est ce qu'on appelle la réplication. Et ça, il faut que le virus entre à l'intérieur de la cellule de l'hôte pour pouvoir se multiplier. Et cette multiplication passe par la copie de son système génétique. Et c'est au moment de la copie du système génétique qu'il y a des erreurs. Les erreurs sont classiquement de trois. C'est-à-dire, il y a les substitutions, il y a les suppressions, il y a les insertions. C'est-à-dire que un acide aminé est remplacé par un autre acide aminé, ou bien on enlève un acide aminé quelque part, on met un autre acide aminé à la place, ou bien on enlève, on ne met rien à la place, ou bien on prend carrément un autre acide aminé qu'on vient insérer. C'est ça qu'on appelle l'insertion. Donc, si nous arrivons quand même à faire la vaccination, on va empêcher l'entrée du virus à l'intérieur de nos cellules hôtes. Parce qu'on va bloquer la protéine S, qui est la protéine par laquelle le virus se fixe sur nos cellules pour pouvoir entrer à l'intérieur de ces cellules. Donc, si on bloque la protéine S, ils ne peuvent plus entrer dans les cellules, il ne pourra plus avoir de réplication. Et comme il n'y aura plus de réplication, il n'y aura plus d'erreur au niveau de la multiplication, et il n'y aura plus d'erreur, donc il n'y aura plus de variants. Donc, on va bloquer au moins les variants, le temps de s'occuper au moins des variants qui sont là actuellement. Bon, je pense que tout compte fait, il faut faire la vaccination, mais ce qui est le problème, il faut qu'il y ait un travail de pédagogie autour de ça. Il faut que les gens communiquent, il faut que les gens expliquent aux populations pourquoi ils ont fait ce choix. Il ne faut pas laisser les gens, parce que j'ai l'impression que quand on est ministre, on pense qu'on n'a pas de devoir de reddition de compte avec le peuple. On pense que c'est seulement à celui qui a nommé qu'on a de devoir de reddition de compte. Ce n'est pas vrai. Il faut que le ministre sorte. Il faut que le ministre sorte pour expliquer aux gens donc, ce qui a milité donc, au choix de ce vaccin. Merci beaucoup, Dr Georges William Kouessa, d'être passé répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes le président de l'Alliance socialiste Santé du Peuple. Voilà la pause. Tout de suite, le journal et puis regard croisé après.